saoudite en premier lieu et en second lieu, l'Iran. Bon, l'Arabie saoudite, c'est à peu près 275-280 milliards de barils et l'Iran, c'est entre 190 et 200 milliards de barils. Le deuxième élément concernant le gaz, pour situer toujours les tensions actuelles au Moyen-Orient et notamment les tensions entre les USA et l'Iran, l'Iran, c'est le premier réservoir du Moyen-Orient en gaz. C'est 32 000 milliards de mètres cubes gazeux. Bon, elle est devancée par la Russie, 35 000 à 36 000. Et derrière, c'est le Qatar, 20 000 milliards de mètres cubes gazeux. Donc, vous voyez un peu, c'est que entre le gaz et le pétrole, le Moyen-Orient recèle, selon que ce soit le pétrole ou le gaz, entre 35, 40, 45 des réserves mondiales. Et toute affectation de cette région a des incidences sur le cours à la fois du gaz et du pétrole, comme en témoignent les récents événements où le prix du baril a dépassé les 80 dollars au moment où je vous parle, et le prix du mégawatt du gaz, le mégawatt-heure, qui était de 28-30 dollars le mégawatt-heure. Après les événements, il est à entre 42-44 dollars le mégawatt-heure. Cela, effectivement, a des incidences sur l'inflation mondiale, les perspectives de croissance de l'économie mondiale. Et n'oublions pas, un des facteurs très, très importants, c'est le contrôle du détroit de Dormouz par l'Iran, ce qui est où transite à peu près entre 20 et 25 des hydrocarbures, et notamment en direction de la Chine. C'est une porte d'entrée vers l'Asie, notamment de gros importateurs, la Chine et l'Inde. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut situer l'évolution du cours des hydrocarbures. Vous savez que le cours des hydrocarbures est déterminé par à peu près 10 déterminants, hein. Premièrement, ce que je viens de vous souligner, bien sûr, les tensions géostratégiques qui sont conjoncturelles souvent. Deuxième élément, c'est la croissance de l'économie mondiale. Le troisième facteur, c'est l'action de l'OPEP plus. Vous savez que l'OPEP représente à peu près 33% de la production. Mais si on ajoute la Russie, qui est un gros producteur, à peu près 11 millions de barils par jour, avec d'autres pays annexes au sein de l'OPEP+, ça représente 50%. Donc, leur action influe. L'autre élément, c'est des nouvelles découvertes, notamment en Afrique surtout, parce que l'Afrique risque de remodeler la carte énergétique mondiale, notamment avec des grands producteurs tant de pétrole que de gaz. On peut citer pour le pétrole, le premier réservoir en Afrique, c'est la Libye, hein, avec 44 milliards de barils, suivi du Nigeria et de l'Algérie. Mais il y a aussi d'autres découvertes, notamment au niveau du gaz, notamment en Osphore, au Mozambique, où les réserves de gaz côtoient près que celui du Nigeria, plus de 5 000 milliards de mètres cubes gazeux. Pour le cas algérien, le pétrole, à peu près, c'est 11-12 milliards de barils, et pour le gaz, à peu près 2500 milliards de barils, hein. Mais la Libye est un enjeu fondamental, notamment pour le pétrole, comme je viens de le souligner. Et pour le gaz, ils ont à peu près des réserves de 1500 milliards de mètres gazeux. Et n'oublions pas les découvertes récentes à l'île de la Tortue qui ont été mises en exploitation courant 2025 entre le Sénégal et la Mauritanie, qui bouleverse aussi la carte énergétique, sans oublier d'autres pays comme le Gabon, la Tanzanie et pas mal d'autres pays africains. Autre élément, c'est l'évolution des stocks à la fois américains
et surtout chinois. Autre facteur très très important, c'est l'évolution erratique du dollar et de l'euro, hein. Vous savez qu'actuellement, il y a une dépréciation relativement importante du dollar vis-à-vis de l'euro. Nous sommes à peu près à une cotation de 1,17. Bon, cela a une influence en termes de pouvoir d'achat sur le coût, le prix du pétrole, mais qui renchérit tout pays qui importe en euros, sans oublier les perspectives futures. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. J'ai fait plusieurs contributions à Financier en Afrique. Les tensions en Groenland. Vous savez que l'arc arctique est un enjeu très, très important puisqu'il recèle un tiers des réserves mondiales de pétrole et de gaz. Et avec l'effondrement des glaces, ça va être des flux maritimes et qui pourront être opérationnels. Et là, ça explique toutes les tensions. Mais l'élément le plus important pour terminer, c'est Horizon 2030, 2040, 2050 qui va déterminer le mix énergétique, c'est la transition énergétique, hein. Notamment le développement des énergies renouvelables dont l'Afrique a d'importantes potentialités et notamment l'hydrogène bleu, blanc et vert qui a des perspectives d'avenir. Tout cela et le gaz a un avenir important puisqu'on s'oriente vers le biogaz. Donc voilà, tous ces éléments concourent à la détermination du cours du pétrole. Donc il y a les fondamentaux, comme je viens de le signaler, à moyen et long terme, et les actions conjoncturelles comme les tensions géostratégiques, où périodiquement, on l'a vu à travers toutes les tensions, à travers l'histoire, qui influent sur le cours à la fois du pétrole et du gaz. Merci beaucoup, Dr. Meptoul, pour donc ce tour d'horizon. Je rappelle que vous êtes expert en énergie, vous êtes professeur des universités, économiste, et donc vous suivez ces dossiers depuis des décennies. Donc, vous êtes l'un des meilleurs experts, je dirais, dans le domaine les plus écoutés, en tout cas, que ce soit en Europe ou en Afrique, sur ces sujets-là. Donc, nous voudrions savoir maintenant quelles sont les conséquences de cette guerre entre les ISA, Israël d'une part et l'Iran d'autre part, sur les économies africaines en général. Donc, vous savez qu'il y a des conséquences relativement importantes, à la fois sur, comme je viens de le souligner, sur les perspectives de l'économie mondiale. Le Fonds monétaire international vient de sonner l'alerte, disant effectivement parce que cela va avoir une implication en distinguant le court et le moyen terme. Pour le court terme, le scénario, c'est que le conflit sera de courte durée. Disons, ça ne dépasserait pas les 60 jours, hein. Donc, moi, j'adhère à cette hypothèse du court terme dans la mesure où les pays mono-exportateurs d'hydrocarbures et surtout qui n'ont pas une économie diversifiée n'ont pas à se réjouir. Ce qu'ils vont gagner d'un côté, ils vont le perdre de l'autre, dans la mesure où il va y avoir une inflation généralisée. Et comme c'est des pays qui importent leurs matières premières, leurs équipements et les biens alimentaires notamment, on devrait assister à une relative inflation et qui se répercuterait sur la facture de leur importation. Maintenant, il y a un second scénario, si le détroit de Dormouz notamment se ferme pour une longue durée, ce que je ne pense pas parce que ça affecterait toute l'économie mondiale. Donc, pour l'instant, on peut distinguer plusieurs coups, hein.
Pour le coup, c'est un coût très important pour les USA, par exemple. Le bureau du budget du Congrès a estimé, par exemple, que le coût total qui a été occasionné en Irak a été de 2400 milliards, de 1900 milliards de dollars, qui a été dépensé lors de l'invasion des Américains en Irak. Pour le cas actuel, le montant est beaucoup plus important et ce n'est que le début. Selon Forbes, il y a une étude qui vient de paraître il y a 48 heures de Forbes, entre le déploiement des forces, les pertes d'avions et les frappes de factures pour les contribuables américains, a franchi déjà le cap de 1 milliard de dollars et pourrait frôler, si cela devait durer, 100 milliards de dollars. Donc, vous voyez un peu, et là, n'oublions pas que le président Trump a été élu grandement par sa promesse de lutte contre l'inflation, en dénonçant l'inflation des démocrates. Et là, effectivement, à la veille des élections des chambres, il risque de perdre les élections en cas d'une inflation où les consommateurs américains commencent déjà à se plaindre, en n'oubliant pas que le dernier sondage, plus de 80% des Américains sont contre l'intervention en Iran. Bon, pour Israël, selon le ministère des Finances israélien, le coût de la guerre avec l'Iran pour l'économie israélienne devrait atteindre 9,4 milliards de dollars. Non, pardon, 9,4 milliards de shillings par semaine, ce qui donne à peu près, vous savez, le Schengen, il est coté actuellement à 0,33 dollars US. Et toutes les restrictions mises en place à l'échelle nationale sont maintenues. Bon, l'économie étant totalement paralysée au niveau d'Israël, c'est une économie de guerre. Le gouvernement israélien estime que ces guerres contre Hamas et le Hezbollah l'Iran pourrait finir par coûter plus de 60 milliards de dollars. En ce qui concerne l'Iran, bien entendu, c'est une économie mono-exportatrice. 80% de ses recettes proviennent des hydrocarbures et 80%, disons, de ses exportations sont en direction de l'Asie à des prix subventionnés. C'est comme le cas de la Russie, hein. Lorsqu'elle vend le pétrole et le gaz vers la Chine ou l'Inde, il ne faut pas se fier à ce que vous voyez sur la bourse. C'est une décotation de 20 à 15% pour contourner effectivement l'embargo. Bon, l'Iran, d'après les informations que j'ai, fin 2025, ils étaient à peu près à 35 milliards de dollars de réserve de change, hein. Donc, imaginez, comme c'est 80% des recettes proviennent des hydrocarbures, le budget étant alimenté directement et indirectement via les hydrocarbures, ça risque d'aller vers une faillite généralisée de l'Iran et avec effectivement des tensions sociales, en espérant que ces tensions sociales ne débouchent pas comme en Libye ou en Irak vers un chaos au niveau de l'Iran, ce qui déstabiliserait toute la région. Moi, je fais confiance à l'Iran. L'Iran, c'est une grande civilisation. C'est la civilisation perse. Je vous donne le taux d'alphabétisation pour fin 2025, c'est 95%, avec un niveau relativement élevé. Donc, elle a une intelligentsia. C'est vrai que l'opposition n'est pas structurée, mais moi, je pense, comme je l'ai signalé souvent dans votre magazine, c'est que les Américains, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le changement total du régime. C'est une mutation des régimes. On le voit au Venezuela. Ils ont pris l'expérience de la Libye et de leur intervention en Irak, hein, qui a provoqué un véritable chaos qui n'arrange pas les affaires au niveau international. Donc, je pense que le scénario le plus plausible pour l'Iran, comme ça a été le cas pour le Venezuela, c'est une mutation du régime avec des personnalités qui sont favorables à la fois d'une manière particulière aux USA
et d'une manière générale à l'Occident. Donc voilà un peu pour les impacts sur l'Iran. Bon, relativement par rapport aux USA et à Israël, qui est soutenu fortement par des aides américaines et via occidentales, les impacts sur l'Iran seraient beaucoup plus désastreux et espérons effectivement que ce conflit soit de courte durée. D'accord, d'accord. Donc, quelles sont les conséquences sur les économies africaines en général? Je pense que vous avez abordé cette question. Et je peux juste vous demander quel rôle les producteurs africains du pétrole et du gaz pourront-ils jouer pour stabiliser le marché mondial? Bon, vous savez, il n'y a pas une Afrique, mais des Afriques avec des disparités régionales et économiques. Nous avons des pays, effectivement, qui ont des recettes d'hydrocarbures relativement importants, comme je viens de le souligner précédemment, le Nigeria, qui vient en tête des réserves, notamment de gaz, accessoirement de pétrole. Nous avons le Mozambique, nous avons l'Angola, nous avons la Tanzanie. Bon, le premier réservoir de, de pétrole en Afrique étant la Libye avec 45-47 milliards de barils et 1500 milliards de mètres cubes gazeux pour une population qui ne dépasse pas 7 millions. Ce n'est pas comparable au Nigeria dont la population dépasse les 100 millions. Nous avons l'Égypte, l'Algérie, effectivement, qui ont des recettes d'hydrocarbures. Mais comme je l'ai dit précédemment, il ne faut pas s'en réjouir. Ce qu'ils peuvent gagner d'un côté, ils le perdront de leur. Tout dépendra de la structure économique, s'ils ont une économie diversifiée ou pas. Nous avons des pays comme le Sahel, beaucoup de pays relativement pauvres qui importent leur énergie et à la fois leurs biens de consommation qui risquent d'être altérés et qui risquent de provoquer de vives tensions sociales à l'intérieur de ces pays. Bon, pour répondre à votre question, est-ce que l'Afrique, et sans oublier, bien entendu, comme je l'ai dit précédemment, la mise en exploitation à l'île de la Tortue des gisements entre la Mauritanie et le Sénégal. Hein. Et il y a d'autres découvertes au niveau de l'Afrique, mais l'Afrique devrait s'orienter vers un mix énergétique parce qu'elle n'est pas responsable du réchauffement climatique. Le rapport de l'ONU dit que l'Afrique est responsable que de 3,75%. Donc, effectivement, il faut une large coopération internationale pour lutter contre les effets du réchauffement climatique qui risque d'impacter lourdement pas mal de pays d'Afrique, et notamment leur agriculture. Bon, n'oublions pas aussi un pays important en termes de pétrole, mais actuellement, c'est un drame. On se focalise sur le Moyen-Orient, mais on oublie le Soudan. Vraiment une catastrophe humanitaire jamais inégalée au Soudan, alors que le Soudan peut nourrir une grande partie du continent africain. Ça, c'est un élément important. Bon, maintenant, certains pays, malgré la fermeture temporaire du détroit d'Ormuz, peuvent approvisionner l'Europe. Hein. Peuvent approvisionner l'Europe, notamment. Tout dépend de leur capacité à la fois en canalisation. Bon, l'Algérie a deux canalisations. Elle a le Medgaz qui est d'une capacité de 10,5 milliards de mètres cubes gazeux. Le Transmed vers l'Italie d'une capacité de 30 milliards de mètres cubes gazeux. Mais du fait de la forte consommation intérieure algérienne, qui représente entre 40 et 50% de la production totale. On n'a pas assez de gaz. Actuellement, il y a beaucoup de contrats qui sont en cours
pour essayer de dynamiser effectivement la production. Elle exporte à peu près 22-23 milliards de mètres cubes gazeux. Bon, et là, comme on a souvent effectivement parlé en Financier en Afrique, il y a deux projets concurrents. L'un, le fameux gazoduc Nigeria Europe via Maroc et le gazoduc Nigeria Europe via Algérie. Bon, pour l'instant, c'est deux projets qui s'affrontent, mais tout dépend du client, c'est-à-dire de l'Europe. Pour l'instant, le Nigeria, qui est le principal fournisseur en amont, une fois il signe un mémorandum avec le Maroc, une fois il signe avec l'Algérie, on ne sait pas sur quel pied il danse. Il faut qu'il ait une position relativement claire. Et deuxième élément, pour ce projet, tout dépendra de l'Europe qui est le principal client. Donc, la Commission européenne, il ne faut pas prendre en compte ce que disent les ambassadeurs localisés soit au Maroc, soit en Algérie. Il faut attendre la décision finale de la Commission européenne. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là que ce projet. Et donc, le gaz africain et le pétrole africain n'ont pas besoin de passer par le détroit de Dormouz et peuvent approvisionner. Et le plus grand bénéficiaire de cette situation-là, c'est la Russie. N'oublions pas, les gens oublient, moi je pense qu'on s'oriente vers un apaisement et une entente entre la Russie sous impulsion américaine. Et là, les compagnies américaines attendent d'investir massivement en Russie. N'oublions pas le Sous-Stram, 65 milliards de mètres cubes gazeux, le Nord Stream 1, 45 milliards de mètres cubes gazeux, et le Sous-Stram 2 qui a été saboté, qui fait aussi 45-50 milliards de mètres cubes. Imaginez-vous une accalmie en Ukraine, c'est que la Russie risque de revenir fortement en Europe. C'est plus, si on prend les 3 canalisations qui sont opérationnelles, c'est presque 150 milliards de mètres cubes gazeux. Donc, vous voyez, et là, il ne passe pas par le détroit de Dormouz. Donc, cette situation au Moyen-Orient arrange également la Russie et certains pays africains qui peuvent effectivement approvisionner l'Europe. Mais pour terminer avec votre question, c'est que la majorité des pays africains, du fait de cette tension et notamment de l'inflation de l'économie mondiale, sont fortement pénalisés. Donc, voilà un peu la situation pour l'Afrique. D'accord. Donc, je viens à la dernière question. On a déjà abordé, ce sont les scénarios. Vous avez dit que vous êtes plutôt, vous pensez plutôt à une guerre courte, moins de 60 jours. Dans les deux cas, embrasement général ou guerre courte et contenue, quel est le devenir un petit peu de ces pays aussi du Golfe qui subissent quand même de plein fouet les retombées ou les conséquences de cette crise avec la fermeture du détroit d'Ormuz et aussi des frappes iraniennes massives contre les installations américaines. Et d'autre part, que va devenir aussi l'Iran dans le scénario court terme ou dans le scénario de l'embrasement général? Et toujours dans cette question, que va devenir aussi l'Union européenne, puisqu'on la voit très divisée quant à la voie à suivre par rapport à l'Amérique, et que va devenir finalement même, ou bien quelles sont les conséquences sur l'Amérique qui se dirige tout droit vers le mi-terme au mois de novembre prochain. Bon, vous savez, comme je l'ai mis en relief précédemment, nous avons le conflit limité, le SORTOIS, c'est des frappes ciblées sans occupation au sol permettant une stabilisation rapide des marchés après une période de haute tension. Nous avons aussi l'hypothèse d'un conflit durable. C'est une guerre de plusieurs semaines
Ça, c'est un scénario intermédiaire, hein, un scénario intermédiaire de plusieurs mois, notamment si l'Iran riposte massivement, qui entraîne effectivement une crise énergétique de court terme de 3-4 mois. On l'a vu à travers effectivement les envois de drones et de missiles balistiques iraniennes sur le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Et n'oublions, espérons que cela ne touchera pas l'Afrique, parce qu'une des plus grandes bases américaines en Afrique est installée à Djibouti, hein, et il faut le signaler, hein. Bon, il y a d'autres bases dans d'autres pays, mais c'est des annexes assez secrètes, hein, assez secrètes d'après mes informations. Et il y a le troisième scénario, c'est un embrasement généralisé qui peut durer plusieurs années. Moi, je pense qu'il faut se limiter aux deux premiers scénarios. Il n'est pas dans l'intérêt ni des États-Unis, ni de l'Iran, et encore moins de l'Europe, qui est fortement dépendante à plus de 70-80% des hydrocarbures, d'une guerre de longue durée. Ça, c'est un élément très, très important, surtout au niveau de l'action du président Trump, qui risque de perdre le peu de crédit au niveau de sa population vis-à-vis de ses promesses lors de l'élection de maîtriser l'inflation. Et donc, moi, je pense beaucoup plus pour une hypothèse, pour les deux premières hypothèses, une semaine, la première hypothèse, la deuxième hypothèse qui peut être de plusieurs semaines, et non un embrasement généralisé au Moyen-Orient. D'autant plus que la majorité des pays du Golfe poussent les États-Unis à ce que ça ne dure pas trop longtemps, parce que ça affecte totalement toutes les monarchies du Golfe pour leurs recettes. D'une manière générale, ce qui vient de se passer au Moyen-Orient préfigure d'une reconfiguration géostratégique, et là, il faut le replacer dans les actions d'Israël au Liban et en Cisjordanie. Il est, moi je l'ai dit dans plusieurs conférences, dans des instituts de géostratégie mondiale, il n'est pas dans l'intérêt d'Israël, effectivement, d'un embrasement. Parce que les extrémistes se rejoignent, hein, que ce soit au niveau de Hamas ou au niveau du gouvernement israélien. Il est dans l'intérêt d'Israël que l'histoire millénaire nous apprend que les Juifs, les musulmans, les chrétiens ont toujours effectivement cohabité d'une manière pacifique. Les religions combattent la haine, l'extrémisme. Donc, je ne pense pas qu'il est dans l'intérêt de nos amis juifs, à l'échelle internationale comme au niveau des gens de bonne volonté au niveau d'Israël, d'aller vers un apaisement et de la création d'un État palestinien fiable qui permettrait la stabilisation de la région, afin que certains gouvernements n'utilisent pas, comme souvent pour des raisons intérieures de leur population, ce conflit israélo-palestinien pour cacher effectivement leur mauvaise gouvernance. Il est dans l'intérêt, effectivement, tant de l'État d'Israël que des Palestiniens, parce que dire on va exterminer Israël, comme certains en Iran aussi le disent, c'est une utopie. C'est une utopie. Et puis, c'est de la haine. On n'extermine pas un peuple.
Et deuxième élément, les extrémistes israéliens qui disent on va exterminer les Palestiniens. Donc, et on va exterminer euh, tout ce qui a lieu en Iran. Non, tout cela n'est pas bon pour l'avenir de l'humanité, cher ami Wad. Moi, je suis dans toutes mes conférences internationales depuis plusieurs décennies. Je suis un grand partisan, effectivement, de la paix, de l'entente, du dialogue, tant au niveau du Moyen-Orient, comme je suis un très grand défenseur du Grand Maghreb, en espérant que le cas du Sahara occidental soit résolu dans le cadre effectivement des Nations Unies et pour un climat apaisé entre l'ensemble des pays du Grand Maghreb. Avec mon ami Missari, nous avons été les premiers, d'ailleurs, sous ma direction et de la sienne, à avoir réuni 36 experts nationaux et internationaux. Le Maghreb face aux enjeux géostratégiques aux éditions Harmattan. Nous avons réuni les Marocains, les Algériens, les Libyens, les Mauritaniens, les Tunisiens. Comme je suis un grand défenseur de l'Afrique, vous savez qu'une de mes premières conférences de défense du continent africain a été en 1992 à l'invitation de Feu Pierre Moussa, un grand ami de l'Afrique, effectivement, où j'ai donné une conférence au siège de l'UNESCO sur le thème qui a été d'ailleurs reproduit dans mes conférences au siège du ministère des Affaires étrangères algérien devant tous les ambassadeurs accrédités à Alger. L'Afrique pour effectivement les relations Afrique-Europe pour une prospérité partagée. L'avenir, j'en suis convaincu et on le voit à travers les différentes rencontres, l'avenir du 21e siècle sera en Afrique. Sera en Afrique, qui recèlera entre 2040 et 2050 un quart de la population mondiale, avec des richesses colossales. Certes, le PIB de l'Afrique avoisine à peu près, avec 1,4 milliard d'habitants, celui de la France, qui ne fait que 68 millions d'habitants. C'est à peu près 33 000 milliards de dollars. Mais le PIB de l'Afrique peut être multiplié facilement durant les 10-15 prochaines années par 10 pour le mettre au diapason du PIB européen. Au diapason du PIB européen, on sera un quart de la population mondiale et l'Europe, disons, c'est même pas 500 millions d'habitants, mais voilà un peu. C'est-à-dire que tous ces conflits à travers le monde, effectivement, ont des effets effectivement négatifs, comme vous l'avez dit, sur les populations les plus vulnérables et favorisent la mauvaise gouvernance, se réfugiant dans la guerre, favorise la corruption, parce que tout le monde sait qu'en période de guerre, la corruption s'accroît. Donc voilà un peu, espérons des jours meilleurs pour notre monde. Et le conflit actuel, j'en suis convaincu, c'est une hypothèse. Il faut éviter effectivement les scénarios alarmistes. Ne durera pas trop longtemps. J'en suis convaincu. Et ce, dans l'intérêt tant du monde que de l'économie mondiale. Merci beaucoup, Dr. Beptoul, pour ce tour d'horizon très riche, très enrichissant. Et je vois que vous êtes un panafricaniste invétéré, comme dirait l'autre. Et je vous remercie encore pour ça. On a besoin que des voix panafricaines et panafricanistes s'élèvent de temps en temps pour rappeler à nos dirigeants que le plus important, les grands enjeux, c'est vraiment se réunir, être ensemble pour peser fort et pour augmenter ce pays. Merci beaucoup.
vous remercie, M. Watt, de votre aimable invitation. Merci et bonne journée à Alger. Allez, si vous venez à Oran, vous êtes chez vous. Inch'Allah, je vais venir parce que j'aime bien Oran. Avec madame et les enfants, vous venez. Inch'Allah, هذه نجي عندكم Inch'Allah. Oran, c'est une des plus belles villes méditerranéennes. En tout cas, D'ailleurs, elle a été classée par le New York Times comme une ville pilote. oui, c'est une ville qu'on a connue à travers la littérature algérienne, puisque Oran, Voilà. C'est une ville cosmopolite, effectivement. pleine de tolérance. Mais je viendrai, Inch'Allah, Inch'Allah. Vous serez chez vous, M. Watt. Vous serez chez vous. Shukran. Bonjour au Sénégal. Shukran, merci. Bonjour à nos amis sénégalais.